Bonjour, où sont les arbres? Où sont les arbres? Où sont mes copains? Où sont mes copains? Voilà, de retour pour le live électroculture du 14 septembre 2019. Voilà, donc on est déjà 7 personnes, 8 personnes, et donc bientôt un bon petit groupe. Donc pendant ce temps-là, je vous dis tous bonjour ou bonsoir. Et on va prendre la liste là, dont j'ai discuté. Donc pendant que tout le monde se connecte, j'espère que tout fonctionne bien parce que je vois pas de message apparaître bizarre. Ça va peut-être venir. D'habitude, je vois qui se connecte et là, je vois pas. Voilà, il y a un petit problème technique en attendant que tout le monde se connecte, c'est pas grave. Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui. Tout fonctionne bien parce que je vois pas de message apparaître bizarre. Ah, je regarde. Ça va peut-être venir. D'habitude, je vois qui c'est quoi. Ah, mais je vois, il y a un truc vraiment nouveau, bizarre, on dirait, c'est que quand je clique à un endroit, il me montre le live, mais en différé de quelques secondes. Donc ça, c'est nouveau, ça. Donc il y a, on va dire comme une petite contrôle de censure routinier de quelques secondes. Voilà, allez, bonjour les RG, s'il y en a. Ah là là, c'est vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Allez, comme vous voyez, il y a la sécheresse. Alors, comme je suis en Alsace, je m'hydrate de façon alsacienne avec un beau pinot noir. Voilà. Mm, mm. Il est vraiment excellent celui-là, hein. Donc, si vous voulez, je vous le présente. C'est de Burke-Lyon, hein. C'est David, il s'appelle, hein. C'est vraiment un super gars. Et il fait un super bon vin. Je pense qu'il est d'ailleurs en biodynamie. Attends, je vais vous dire tout de suite. Est-ce que c'est écrit dessus? Il est en bio, ça c'est sûr. Ouais, de mes terres, même en biodynamie carrément. Donc, oui, c'est pas pour rien. Voilà, un très bon vin. Mm. Donc, c'est un rouge d'Alsace, hein. C'est un pinot noir. Il se boit frais et il est vraiment excellent celui-là. Voilà, j'avais envie d'un petit pinot noir ce soir. Donc, je ne sais pas, pendant qu'on se connecte, donc, il y a vraiment un truc bizarre, donc je vois pas vos messages, hein, donc, ou je les verrai en différé. Attendez, je vais cliquer un endroit. Je pense que je les verrai en différé. Ah, c'est pas grave, ça va aussi. Voilà. Je les vois en différé. Donc, bonsoir Raphaël. Donc, cet après-midi, j'ai été voir Raphaël, son jardin. C'était vraiment très intéressant. Je vous raconterai peut-être un peu. Donc, il m'a montré des vignes qu'il a en pot, hein, avec des feuilles, mais vraiment d'une taille impressionnante, hein, comme ça, hein, vraiment, aussi grand que ma main ou même un peu plus grand. Vraiment, j'ai rarement vu ça, hein. Et bonsoir Louis, bonsoir Paul, bonsoir Jean-Luc Mertens. Attendez, pour me faciliter le truc, là, je vais ouvrir une deuxième fenêtre. C'est un peu, excusez-moi, hein, c'est un peu technique, là. Mais c'est parce que il y a un petit souci, là, pour moi. Parce que c'est un peu embêtant que je vous vois pas en direct. Ouais, donc, pendant qu'on se connecte, une petite seconde. Où est-ce que j'en suis là? Ouais, voilà. Donc, voilà, c'est juste que j'ouvre d'autres fenêtres en attendant que vous vous connectez. C'est pour mieux pouvoir vous suivre, hein.
parce que là, c'est un peu embêtant, là, comme c'est. Ouais, moi, je ne sais pas si je verrai là, mais excusez-moi. Ouais. Ouais, je suis pas un pro de l'informatique, hein. Ça, vous avez bien compris. Donc, vidéo change from preview to live. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça comme bazar, journal de la vidéo en direct. Ça, c'est très bizarre, j'ai jamais vu ça. Après, là, qu'est-ce qu'il y a là? Voilà. Ouais, ben, c'est pas grave. Ben, je me vois moi-même en différé, alors, du coup, c'est pas grave. Ben, je vais une fois voir combien de secondes, hein. Je vais taper, donc, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh ben, j'ai pu compter jusqu'à 21 en me voyant en différé. Donc, il y en a beaucoup d'entre vous donc qui me voient en différé, hein, donc de, on va dire, une quinzaine de secondes. Hein. Voilà, ben, voilà, mais c'est juste bon à savoir. Donc, bonsoir Véronique, Richard, Gisèle, Célatine, Raphaël, Nadine, Michael, Franck. Donc voilà, donc là on est déjà un bon petit groupe. Hein. Ah, Patrice, voilà. Donc, Patrice, je t'ai envoyé des cônes, hein, donc tu verras si tu les as peut-être déjà reçus. Ah voilà, c'est juste une petite info. Donc, regardez là. Ah oui, là, du coup, je vois pas. Ouais. Donc, regardez là. Donc, ça, c'est l'article en anglais hein, qui a été diffusé dans Popular Science dans les années 1925. Et je ne sais pas si vous avez vu le post là, mais il a été vu par plus de 27 000 personnes. C'est du jamais vu sur la page Facebook Électroculture. C'est aussi parce que c'est en anglais, hein, la communauté anglaise sur Internet, on va dire, ou qui regarde en anglais, est beaucoup plus grande qu'en français. Donc c'est un peu logique que c'est multiplié par 10, mais quand même, c'est très encourageant. Hein, c'est vraiment très intéressant. Et du coup, j'ai eu beaucoup d'anglophones qui m'ont contacté parce que ouais, il y a très peu d'informations en anglais. J'ai un site internet, mais qui est vraiment en la traîne. Hein, il est vraiment pas très complet par rapport à mon site français ou même allemand. Hein, donc bientôt, je mettrai quelques articles de plus hein, parce que je vois que les anglophones sont à la recherche d'informations. Je les comprends. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle, très encourageante hein, que l'électroculture se développe, hein, que l'électroculture rend curieux, que tous les jardiniers agriculteurs qui entendent parler de ça, ils veulent en savoir plus, ils veulent savoir de quoi il s'agit, et c'est tout à fait logique. Hein. Je voulais aussi remercier encore une fois Lorenzo en Italie, hein, donc là pour faire la liste, hein, donc je vous ai parlé que j'allais parler de quelques livres. Hein, donc Lorenzo en Italie, quand j'étais voir Andrea, il m'a montré ce livre-là, donc que j'ai maintenant reçu, j'ai acheté d'occasion, regardez, Biodynamique et radiation. Donc c'est vraiment un livre super intéressant. Hein. Donc mais il suffit d'ouvrir n'importe un chapitre et vous verrez des articles super intéressants. Par exemple, par exemple, je vais prendre je vais prendre ouvrir
oh là là, ah oui, ben voilà. Ben, par exemple ici, ça c'est un article qui est dans ce livre. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien un instant. Vous voyez là. Donc là, vous voyez 3 assiettes coupelles avec des graines d'haricots qui ont germé. Hein, donc c'est des graines d'haricots qui sont occupées à germer. Et je vais vous lire. 3 lots de haricots placés sur du coton hydrophile humecté le même jour, le 7 juillet 1931, pendant le dernier quartier. Donc, il parle de la Lune. C'est pour montrer l'influence de la Lune sur les plantes. De la gauche vers la droite du lecteur. Lot de gauche ayant séjourné dans la boîte de plomb du 22 juin au 29 juin, pendant le premier quartier. Deuxième lot. Du milieu ayant séjourné dans le plomb du 29 juin au 6 juillet. Donc, ça veut dire un peu plus tard, donc pendant la pleine lune. Et troisième lot, droite servant de témoin. Hein, donc là, on voit, donc ils ont, pour isoler de l'influence de la lune, à différents moments, ils ont mis les graines sous une boîte de plomb, dans l'idée que le plomb va arrêter les radiations de la Lune, on va dire. Et donc, ils ont mis, comme ils disent, hein, donc à gauche, ils ont bloqué les radiations de la Lune dans la boîte de plomb entre le 22 juin et le 29 juin. Donc, c'était au premier quartier de la Lune. Et le deuxième lot, donc au milieu, c'est pendant la pleine lune qu'ils ont mis sous la boîte de plomb. Hein? Et après le troisième, tout à droite, c'est le témoin. Ben, regardez la différence, hein, c'est quand même une grande différence. Hein. Après, il ne faut pas nous dire que la Lune n'a pas une influence sur la croissance des plantes. Hein. Il y a vraiment une réelle influence. Hein. Donc ça, tout à droite, hein, ça c'est le témoin. Hein. Donc celui-là, il a jamais été isolé de l'influence de la Lune. Hein. Donc ça c'est celui-là. Hein. Donc celui-là, le plus petit là, c'est celui-là qui a jamais été isolé de l'influence de la Lune. Vous voyez. Donc la Lune, c'est pas une tellement bonne influence. Hein. Et d'ailleurs, honnêtement, moi, quand il y a pleine lune et que je dors dans ma chambre, je ferme carrément les volets. Hein, à la limite, si on croit à l'influence du plomb, de blocage des radiations néfastes de la Lune, on pourrait dire merci aux anciens des peintures au plomb sur le volet pour protéger des radiations pendant qu'on dort. Hein. Peut-être, je dis ça pour rire, mais pourquoi pas. Hein. Là, honnêtement, ça donne envie de réintroduire la peinture au plomb. Je dis ça pour rigoler, hein, naturellement. Mais peut-être que les anciens savaient un peu plus ce qu'ils faisaient qu'aujourd'hui. Hein. Mais voilà, donc vous apprenez mais plein de choses dans ce livre. C'est vraiment biodynamique et radiation, hein, vous voyez là. Et vous le trouvez en réédition. Hein. Donc là, vous voyez, ça c'est une réédition. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc ça, c'est une réédition des éditions et Energia. Vous voyez, Energia, vous trouvez assez facilement sur Internet. Il réédite aussi beaucoup de livres de Georges Lakhovsky. Donc c'est vraiment très intéressant. Et c'est quelqu'un qui me connaît apparemment, parce que quand j'ai commandé ce livre, le même là, il m'a remercié et il me disait qu'on avait déjà eu un contact par téléphone il y a déjà un certain temps. Après, je ne m'en rappelle pas spécialement, mais je trouve ça super que ces éditeurs existent pour donc ces petits éditeurs, on va dire, hein, pour remettre au goût du jour et rééditer des vieux livres des plus intéressants hein, sur ces sujets. Hein. C'est vraiment, voilà, je vous le conseille. Vous apprenez plein de choses. Après, un autre livre très intéressant là, mais qui, je ne sais pas s'il existe en français, c'est The Secret of Light de Walter Russell. Et là, je vais vous montrer un article,
Donc ça rejoint beaucoup les travaux de Luigi Higuina sur les spirales, mais aussi de les travaux de Victor Schauberger, donc Victor Schauberger sur les vortex, tout ça, les énergies en vortex. Walter Russell, si je me trompe pas, il y en a beaucoup qui pensent que ça aurait peut-être influencé ou inspiré Nikola Tesla aussi, ce qui serait pas étonnant. Donc, c'est vraiment très intéressant. Un exemple, là, il parle des vortex, vous voyez, sur la planète. Vous voyez là. Clockwise, anti-clockwise, etc. Mais aussi sur le temps. Il explique comment toutes les énergies on va dire, se déplacent toujours en spiralant, vortex, etc. Mais c'est très poussé. C'est vraiment intéressant. Mais je découvre avec vous. Mais c'est vraiment super intéressant. Et il y a un inventeur australien qui s'appelle Peter Stevens qui a inventé un appareil, ou qui a travaillé sur un appareil d'un inventeur avant lui qui s'appelle Jack Toyer. Et c'est un appareil pour générer la pluie, pour aider à générer la pluie, on va dire. Et il fait beaucoup référence à ces travaux de Walter Russell. C'est vraiment super intéressant. On apprend. Après, c'est très compliqué, mais on apprend toujours. C'est un livre, je pense, qu'on peut lire, relire et relire encore, et toujours on découvre des nouvelles choses. Voilà, c'est vraiment... je connaissais déjà un peu Walter Russell depuis des années, mais j'avais jamais vraiment lu un livre de lui, juste un article un peu sur lui par-ci par-là, mais c'est vrai que c'est vraiment très intéressant. Voilà, je me répète. Après, là, je vais vous montrer, là. Donc, en cherchant ces anciens livres, je suis tombé sur un tas de vieux magazines, et donc que j'ai aussi acheté, où il y avait des références à l'électroculture. Un exemple, là, vous voyez là, ça c'est La Nature, le 23 février 1918. Vous imaginez, donc ça c'est vraiment ancien. Et on va découvrir, donc je découvre avec vous, après j'ai déjà lu, j'ai déjà un peu triché, mais là je me rappelle plus exactement quel est l'article de ce magazine. On va prendre au hasard là. Voilà. Voilà. Donc là on lit, regardez la page 120. La page 120. Vous voyez là. L'électroculture. Voilà. Et quand on lit, je vais vous lire comme ça quelques passages au hasard. À la séance du 28 novembre dernier, l'Académie d'agriculture de France, M. Alfred Angeot, directeur du Bureau central météorologique, a donné connaissance d'un rapport dû à deux ingénieurs agronomes anglais, M. V.H. Blackman et G. Jorgensen, inséré dans le Journal of the Board of Agriculture, et relatif à l'influence des décharges électriques aériennes sur le rendement des récoltes. Voilà. Et donc, vous avez là différentes informations autour de l'électroculture. Je pense que je vais scanner ça et mettre ça prochainement en ligne. Il parle aussi de frère Paulin, de géomagnétifère, il parle de Lagrange, un professeur de l'école militaire de Bruxelles qui a fait des recherches sur les paratonnerres. Un exemple, je vais vous lire, le belge, naturellement, ça m'intéresse, là. Lagrange, professeur à l'école militaire de Bruxelles, 1892. Disposant entre des pommes de terre une série de petits paratonnerres en fil de fer galvanisé terminés en pointe, enfoncés
de telle sorte que leurs pieds soient dans le plan du semage et émergeant de moins de 0 mètre, de 0,50 cm donc, du sol. Obtient la maturité, donc 1. Je vais vous répéter, donc de 0 mètre,50, donc de 50 cm du sol, obtient la maturité de la récolte 15 jours plus tôt que celle du champ voisin cultivé à la manière habituelle et un rendement de 163 kg de pommes de terre au lieu de 80 fournis par l'autre champ. Vous imaginez? Il a carrément doublé la récolte avec des antennes type paratonnerre. Hein. Qui sont enfoncés de telle sorte que les pieds soient dans le plan de semage. C'est quand même fou mais des antennes paratonnerres qui seraient que de 50 cm de haut. Ça me paraît un peu fort, mais voilà, c'est ce qu'on lit là, hein, si j'ai bien compris. Mais voilà, c'est vraiment... Après, il y a aussi les recherches de Spechnew, ou Spechnev peut-être, ou Spechnew, du jardin botanique de Kiev, utilisait un réseau de conducteurs métalliques réunissant des perches isolées distribuées dans le champ d'une façon régulière et surmontées de couronnes métalliques armées de pointes en cuivre doré. Donc, chez Lagrange, c'était des pointes en fer galvanisé et chez Spechnew, des pointes en cuivre doré. Après, voilà, chacun, il y va de sa façon. Et donc là, donc ce dispositif qui mettait le champ sous un réseau ayant un mode d'électrisation positif, Spechnew provoqua une surproduction s'élevant de 28% pour le seigle, 50% pour le blé, 62% pour l'avoine, 55% pour l'orge, 25% pour les pois, 11% pour les pommes de terre. Ah, voilà. Pour les pommes de terre, il n'a que 11% d'amélioration. Donc là, Lagrange est en pole position. Ah, je dis ça pour rigoler. Hein. Mais voilà. Et après, il dit, notamment pour l'orge qui fut en avance de 12 jours. Hein. Donc, les plantes aussi poussaient plus vite. Et avec en plus une meilleure récolte, c'est quand même super. Hein, donc, vraiment, il y a des exemples comme ça dans l'histoire. Hein, il y en a tout plein, tout plein. Hein. Il y a aussi là, les expériences de Grandot, Leclerc et Sully de 1878 à 1879 en sont la première preuve. Il dit là, je lis là, ayant placé des plants dans une cage de fils métalliques, les mettant à l'abri de l'électricité atmosphérique, ces savants trouvèrent que la végétation s'effectuait dans de très mauvaises conditions, alors que la libre action de l'électricité atmosphérique sur la plante déterminait un accroissement de récolte de 50 à 70% pour les feuilles et les tiges et 50 à 60% pour les graines et les fruits. Donc ça, c'est des recherches donc de Grandot, Leclerc et Sully, où ils ont comparé la croissance des plantes dans une cage de Faraday comparée à en plein air. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça montre que les plantes ont besoin de ces champs électriques et électricité naturelle atmosphérique. Si on le coupe, de ces ondes aussi, si on le coupe par une cage de Faraday, ben, il pousse beaucoup moins bien. Voilà, ça paraît logique, hein. Mais voilà, pour nous, c'est logique. Mais pour ceux qui découvrent ces influences électroculture, c'est tout à fait nouveau. Mais imaginez aussi qu'est-ce que ça fait sur l'humain. Un exemple, hein, il y a des pays où les toits, c'est de la tôle. Donc, on est comme dans une cage de Faraday. Imaginez que vous avez tous des encadrements et de la ferraille et du métal tout autour de vous. Ben, vous vous coupez comme une cage de Faraday, de certaines fréquences bénéfiques de la nature. Hein. Après, on s'isole aussi de certaines fréquences maléfiques, on va dire, hein, type ondes artificielles. Donc là, quelque part, c'est peut-être une protection aussi. Donc, il faut voir le tout dans son ensemble et dans son contexte aussi. Hein. Voilà. Mais donc, voilà, vous avez là, dans ce magazine, hein, donc de 1918, il y a 1,5, 2, 3. Donc, il y a 4 pages
que sur l'électroculture. Hein. Donc, c'est vraiment un magazine sérieux, scientifique. Hein. Donc, c'est revue des sciences et de leurs applications à l'art et à l'industrie. Hein. Donc, c'est vraiment un magazine très sérieux. Un autre magazine, là, un exemple, là. Donc, ah oui, ça, c'est vraiment un bel article, ça. Donc, ça, c'est aussi dans Nature. Dans Nature, vous voyez là, l'entête. Je peux vous dire que je préfère lire les vieux magazines de sciences. Il y a parfois, je m'achète un pack de 5-10 magazines de sciences des années 1900, mais juste pour lire, on va dire, à la toilette ou n'importe où, parce que c'est vraiment, on apprend au moins des choses. Hein. C'est vraiment souvent beaucoup plus intéressant que les magazines de sciences d'aujourd'hui. On se demande ce que les scientifiques ils font aujourd'hui. Hein, à part répéter des mensonges on se demande vraiment ce qu'ils font. Hein, vraiment, à part travailler pour un système, pour nous endoctriner quelque part. Et il y en a même, ils se rendent même pas compte. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé il y a pas longtemps un lien sur le biochar Terra Preta et d'un scientifique de l'université de Jean Blou qui encadre toute une recherche autour de ça. Ben, il a été capable de parler pendant une demi-heure, ce scientifique, hein, donc c'est une vidéo qui est en ligne, sans parler des bienfaits de Terra Preta, sans parler vraiment de l'histoire, hein, juste d'une phrase qu'il a dit, mais que en parlant de recherche pluridisciplinaire et plein de mots compliqués et de l'organisation aussi. On travaille avec ceux-là et avec ci, on va suivre dans le temps et machin et trucs, mais sans rien dire, que blablater pour devant. On dirait qu'il a été dans la même école que beaucoup de politiques qui nous dirigent, qui font que parler pour rien dire. Donc là vraiment, maintenant, si quelqu'un m'envoie un lien, qui m'envoie surtout pas ça parce que c'est de la perte de temps. Parce que si vous m'envoyez ça, moi je pense, vous m'envoyez quelque chose d'intéressant. Alors je commence à regarder, mais si je dois attendre une demi-heure avant d'entendre un truc intéressant, si c'est que du blabla politique, ça m'intéresse pas, hein, ça nous intéresse pas. On veut du contenu. Et quand vous lisez ces vieux magazines, ben là vous avez du contenu. Hein. Là, chaque phrase est du contenu. Hein. Chaque phrase, vous apprenez quelque chose. C'est pas des phrases pour tourner en rond. Hein. Voilà. Ben, un exemple là. Donc ça, c'est le magazine numéro 2810 du 1er juin 1929. Et donc, regardez là la photo. C'est une turbine. Et vous voyez un bonhomme à côté. Donc, dans ce temps-là, ils arrivaient déjà à fabriquer des bijoux. C'est même de l'art, hein, mais c'est de la technique aussi, c'est de l'ingénierie, vous voyez. Hein, donc, aujourd'hui, à côté, ouais, on peut aussi faire beaucoup de choses aujourd'hui. Hein, on va pas dire le contraire, mais il faut pas dénigrer la science d'il y a un siècle. Hein. On peut beaucoup apprendre. Un exemple là, essai d'électroculture, vous voyez. Donc ça, c'est la page 510. C'est marrant, 510. Hein, il y a le 51 dedans, donc c'est l'angle de la pyramide. Vous voyez là 51, c'est l'angle de la pyramide. Donc il y a toujours des petits clins d'œil comme ça, comme tout à l'heure, le 28 novembre d'un article là. Ben là, 510. Par exemple, là, j'ai récolté une grosse tomate du jardin, je l'ai pesée. Hein, vous voyez 510 grammes. C'est marrant, hein, quand même. Hein. C'est des petits clins d'œil c'est un peu comme si la nature nous encourage, je trouve, ces clins d'œil comme ça. Mais voilà. Hein, donc, c'est pas par hasard. Hein. Et donc là, ça, c'est vraiment intéressant parce que là, je vais vous montrer une photo de cet article. Donc, il y a énormément de mesures sur cet article d'observation. Et donc là, ils ont mis une antenne type paratonnerre, hein, comme tout à l'heure. Hein, c'est souvent ce qu'ils faisaient. Mais ils ont aussi fait d'autres techniques là. Mais en gros, c'est des antennes type paratonnerre. Hein. Mais une antenne
C'était comme un râteau. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Vous voyez là au milieu, vous voyez comme un piquet de linge pour pendre son linge, mais en réalité, c'est une antenne paratonnerre. Mais c'est comme un râteau avec les pointes dirigées vers le ciel. Vous voyez, si vous avez comme un bâton comme ça, et toutes des pointes dirigées vers le ciel. Et donc, ils ont enterré ça. Et alors là, je vais vous montrer la photo avec et sans. Hein. Après, c'est pas nouveau pour nous, hein, mais je vous le montre quand même. Regardez là. Hein. Donc, ils ont fait 2 planches, une avec, une sans, et ils ont semé des haricots, des épinards, de la salade, un peu différentes choses. Et regardez là. Et ça, c'est fou, ça. Attendez, hein, je vais comparer un truc parce que là, je viens de voir. Hein, s'il n'y a pas là encore un signe un signe. Attendez. Où est-ce que c'est? Ah, c'est là le magazine de tout à l'heure. Excusez-moi là. Ah oui, regardez. Ça, c'est le magazine de tout à l'heure. Et l'article commence là à la séance du 28 novembre. Après, je vous dis ça pour juste pour vous partager mon étonnement, parce que moi, je suis né un 28 mai. Vous voyez, donc c'est quand même intimement lié à ma vie quand même. Hein. Et là, dans l'autre magazine, hein, regardez là, donc je regarde la légende. Donc ça, c'est la planche avec les plantes et vous voyez des haricots qui sortent déjà, où il y a l'antenne paratonnerre. Et là, et là, ils sortent, mais à peine. Vous voyez là. Là, ils sortent, mais à peine. On les voit à peine comparé à là. Oui. Et là, quand vous regardez ici, attendez, hein, ah oui, ici, vous voyez là, il y a marqué cliché pris le 28 août. De nouveau, le chiffre 28, ils l'ont fait exprès ou quoi? Mais c'est comme s'ils savaient que j'allais naître le 28 mai ou quoi? Ah, c'est vraiment rigolo ça. Mais n'importe, voilà. Et donc pour moi, c'est des petits clins d'œil hein, assez marrants. Et donc là, il dit, hein, voilà, terrain d'expérience, cliché pris le 28 août. Hein. On peut voir au premier plan, en avant du pied de la perche, les pieds de haricots des planches 1 et 2 qui sont en pleine feuille. Plus loin apparaissent les semis des planches 3, 4, 7 et 8 qui sont bien levées. Et après, comparé à l'autre, cliché pris le même jour, le 28 août, terrain témoin. Au premier plan, 2 touffes d'haricots sont seules levées. Plus loin, on n'aperçoit encore aucune végétation. Hein. Donc, vous voyez la différence? C'est quand même une grande différence. Hein. Et voilà. Et c'est quand même fou comment tous ces savoirs, tous ces réussites, hein, c'est vraiment des résultats, on va dire, en termes de recherche agronomique, c'est des résultats extraordinaires. Parce que je me rappelle encore mes professeurs d'agronomie, par exemple, de sélection variétale de céréales, par exemple, ils disaient que s'ils arrivaient au bout de 5, 10, 15, 20 ans de recherche à arriver à créer une variété qui faisait 5% plus de rendement, ben, ils étaient très contents. Vous imaginez? Le gars, il va travailler tous les jours de l'année, là presque, hein, à faire des recherches sur la sélection variétale, et il est content. Ah, il le dit, hein, c'est un professeur, il m'a dit ça, hein, c'est vraiment un des professeurs maîtres de l'école où j'ai été. Et c'est ceux-là qui travaillent avec les agrochimistes et l'industrie agronomique, etc. Et ils sont contents quand ils réussissent à augmenter de 5%. Honnêtement, il n'y a pas un problème là. Je sais pas. Hein. Hein, donc vous voyez pourquoi ça dérangeait aussi ma thèse avec l'influence de la musique sur les plantes. Hein. Mais voilà. Donc après, il y a encore un autre magazine qui est vraiment super sympa là. Et celui-là, il s'appelle Cosmos. Regardez. Hein. Attendez. Ouais. Après là, il n'y a plus beaucoup. Il est un peu en mauvais état. Après, il peut. Hein, ce magazine, il est encore plus âgé. Hein, il est, regardez, sommaire Cosmos du 7 juillet 1900. Vous voyez, de l'année 1900. Vous voyez. Hein, donc, c'est vraiment un super magazine aussi.
Et donc là, qu'est-ce qu'on apprend? Donc je vais prendre là au hasard là. Attendez, où est-ce que c'était là? Ah, mais ça, je pourrais rester comme ça des jours entiers dans des bibliothèques à lire des vieux articles comme ça, hein. C'est vraiment, c'est magnifique, hein. Ça sent un peu le vieux, mais c'est vraiment impressionnant, hein. Ouais, je cherche là l'article sur l'électroculture. Où est-ce que j'ai mis ça? Allez. Euh, J'aurais dû mettre un petit papier là, celui-là. Excusez-moi. Ben, comme ça vous permet aussi de digérer tout ce que je raconte. Voilà, voilà. Donc, ouais, si je trouve pas là tout de suite, je change de magazine, je prends l'autre, hein, parce qu'on va pas, je vais pas vous faire attendre non plus. Donc, commerce possible. Oh. Électroculture, page 4. Ah ben ça doit être là. Ah oui. Ben, j'aurais dû regarder tout de suite dans au début, hein. Donc. Ah oui, ça doit être là, non? Page 4. Ouais. Bon, allez, je vais passer à autre chose parce que je ne trouve pas là tout de suite. Ben, un autre. Ah oui, ici j'ai mis des papiers, tiens, voilà. Donc là, donc ça c'est aussi un Cosmos, mais du 23 février 1901. Hein. Et donc là, qu'est-ce qu'on lit là? Il parle des escargots, très intéressant aussi. Et il parle là, quelle page c'est? Ah oui, la Terre et la télégraphie sans fil. Ça c'est intéressant. Il y a un article sur la télégraphie. Et là, on découvre, hein, donc là, je vais vite prendre ça parce que ça c'est vraiment très intéressant. C'est quand même fou que quand là je veux trouver vite et du coup je trouve pas. Et ah oui, voilà. Donc là, vous voyez là, ça c'est une image, je vais vous montrer. Vous voyez là? Donc là, ils expliquent, hein, c'est un profil du sol, des roches, du sol, des roches. Et ils expliquent qu'ils captent l'électricité entre différentes couches et ça permet de faire fonctionner leur télégraphe. Et ils arrivent comme ça même à communiquer euh, euh, leur fréquence, leur message télégraphique sur des kilomètres, hein, à un autre poste qui est aussi branché que sur la Terre. Donc il n'y a pas de fil aérien, il n'y a pas de micro-ondes, non, c'est juste des impulsions électriques, on va dire. Et, euh, et donc vous voyez, et ça m'a donné à réfléchir parce que il y avait un gars là du réseau Orongo, hein, qui a fait quelques messages, qui habite en Colombie, je pense, ou en Bolivie, et qui fait de l'électroculture là-bas. Et il disait des choses très intéressantes parce qu'il disait que chez lui, la terre est très très acide. Et la terre en sous-sol ou la roche en sous-sol est encore beaucoup plus acide. Et alors il disait, agronomiquement, officiellement, ça devrait pas si bien pousser les plantes. Et pourtant, tout pousse super bien. Et alors il émettait l'hypothèse que c'est peut-être la stimulation, le courant électrique entre ces deux couches qui faisait que les plantes poussaient mieux. Possible, peut-être. Ça, c'est vraiment à étudier. Mais c'est une piste intéressante qu'on n'a pas encore vraiment explorée et qu'on n'a pas encore, on n'y a pas encore pensé, on va dire, et pourtant c'est logique, il y a quelque chose là, c'est sûr qui influence. Et, euh, et alors ça m'a donné une pensée, c'est que, imaginons, on met une antenne type paratonnerre où on plante un fer à béton profondément dans le sol. Ben, peut-être que dans certains cas, c'est peut-être pas tellement bon. Parce que peut-être que ça fait comme une sorte de court-circuit
ou que ça peut perturber peut-être l'électricité entre les différentes couches d'électricité naturelle qu'il y a, ou les champs électriques naturels. C'est une question, hein, je dis pas que c'est grave, docteur. C'est grave, docteur, je ne sais pas. Mais c'est quand même une question à se poser. Peut-être que ça peut jouer. Un exemple chez moi, je vois bien chez moi, la couche de terre dans le jardin est pas très profonde à certains endroits, hein. On est très vite vraiment dans la roche. Je me demande si... voilà, c'est des questions à se poser. Je pense que c'est vraiment une approche très intéressante en tout cas, hein. Après, on peut aussi utiliser cette électricité de façon différente aussi, hein. On pourrait imaginer avoir une électrode branchée sur une couche en sous-sol, une autre électrode en surface, et après connecter deux bandes, et donc entre ces deux bandes, enterrer un fil ou une plaque en zinc ou une plaque de différents métaux, n'importe, mais ça pourrait créer alors un champ électrique logiquement entre les deux, et donc du coup stimuler peut-être la végétation, hein. Donc ça, c'est tout des pistes, hein, mais c'est vraiment très intéressant. Après, il y a un autre... Ah oui, ça c'est... Oh là, ça je vais vous montrer. Regardez ça. On nous bassine toujours avec le réchauffement climatique. Ben là, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, ça c'est une courbe. Vous voyez là la courbe? Oui. Comparaison entre la courbe quotidienne des tâches et la courbe de la température moyenne de chaque jour sur Terre. Vous voyez là? Regardez bien. Il compare la courbe de température moyenne de chaque jour sur Terre. Donc, c'est la courbe qui est un peu plus régulière, on va dire, hein, que vous voyez en plus clair, avec la courbe des taches solaires, qui est un peu plus en dents de scie, comme ça. Et vous voyez que ça correspond carrément, hein, ça correspond quasiment exactement. Et donc ça, il savait déjà dans les années, vous voyez, 1901. Vous voyez, imaginez, on doit lire ça dans ce magazine pour en être convaincu, hein. Il compare vraiment le climat, le temps moyen sur Terre. Ah, je parle d'une moyenne. On peut avoir beaucoup d'activités solaires. Normalement, ça donnerait un réchauffement de la Terre, mais quand même avoir un hiver froid, par exemple, parce que c'est une moyenne, il parle d'une moyenne sur la Terre. Mais globalement, on voit quand même. Et donc, comme là, on va vers une activité solaire qui est en baisse, même si de temps en temps, elle est très active, mais globalement, elle est vraiment en baisse. Et comme là, on a eu 2 hivers passés qui étaient quand même assez chauds, on va dire, alors moi, je ne sais pas, mais je prédis, je pense que là, cet hiver, il va être plus froid que les 2 hivers précédents, en tout cas. Voilà, je vous dis ça, on verra. Mais dans cette logique, c'est tout à fait possible que l'hiver prochain sera beaucoup plus froid. Et donc là, ça va même beaucoup plus loin. Il compare carrément, vous voyez là le graphique, il compare carrément, donc il y a différents graphiques là, hein, mais il relie les taches solaires de 1872 à 1897. Donc, c'est des mesures quand même sur 25 ans, hein. Et il relie au magnétisme terrestre qui change. Donc, le magnétisme terrestre, il faudrait que je lise en détail l'article, hein, mais donc il mesure le magnétisme terrestre, donc l'intensité qui change, vraiment en lien direct, en correspondance avec l'activité solaire. C'est vraiment la graphique. Vous voyez, le graphique au-dessus, c'est les taches solaires. Et le graphique en dessous, le magnétisme terrestre. Vous voyez? Et donc là aussi, ça correspond aussi à l'observation qu'en moyenne, quand il y a plus de taches solaires, les rendements agricoles et les résultats dans les jardins sont plus grands. Alors imaginez-vous, là, aujourd'hui, là, les dernières années, les taches solaires, ils diminuent. Les rendements, ils vont diminuer. Là, cette année,
on peut quand même dire que c'est pas terrible dans les jardins et dans l'agriculture en général. Bah, demain, si vous faites pas d'électroculture, ce sera pire. Je dis ça pour rigoler, mais quelque part, c'est pas pour rigoler, parce que il faut compenser. Si on veut quand même des bons résultats, il faut tirer profit au maximum de l'activité solaire et de magnétisme. Et on peut augmenter le magnétisme avec du basalt, de la lave. Il faut vraiment comprendre tout ça. Hein, et parce que c'est pas les produits chimiques et les fertilisants divers et variés qui vont fonctionner. Hein. Et donc aussi, ben, il y a aussi le graphique de la température là qui suit vraiment aussi l'activité solaire. Hein, il n'y a pas mieux. Et après là, ça c'est encore très intéressant. Les deux graphiques du bas, il relie la floraison des marronniers et des lilas aussi avec l'activité solaire. Ben, la date de floraison va être plus ou moins vers l'été, plus tard dans la saison, si maintenant l'activité solaire est... attendez, il faut que je vérifie là où c'est les dates, parce que c'est un peu compliqué ce graphique-là. Ouais, donc, au plus l'activité solaire est haute, on dirait au plus tard est la floraison des marronniers et des lilas. On dirait, hein, si je ne me trompe pas en lisant le graphique. Hein, mais il y a un lien direct. Donc, si la floraison est tôt, c'est qu'il y a peu d'activité. C'est alors plus froid. Un autre exemple, le retour des hirondelles, pareil. S'ils reviennent tard, ben c'est qu'il fait plus chaud. Ouais. Donc là aussi, pareil, hein, quand on voit les dates, là, ouais. C'est aussi le retour. Donc, on voit que l'activité des animaux, donc les hirondelles par exemple, ou l'activité des plantes, ou l'activité du magnétisme terrestre, ou la température de la Terre est en relation directe avec l'activité du Soleil. Mais directe. Hein. Donc, et ça va même plus loin. Quand on lit l'article, mais j'ai déjà lu, hein, et j'ai pas tout lu encore, mais j'ai déjà lu pas mal. Et quand on lit l'article, quelque part, je ne sais pas si c'est cet article ou un autre article, mais à un moment donné, il parle du CO2, du dioxyde de carbone, où il se posait déjà des questions au début du siècle, et du méthane. Et il dit, ça c'est très intéressant, il dit que voilà, le taux de CO2 dans l'air augmente avec l'activité industrielle. Déjà, avec dans ce temps-là, ils avaient beaucoup de chauffage au charbon, tous les machines à vapeur, vous voyez, ils brûlaient du charbon énormément, mais encore aujourd'hui, on en brûle énormément. Donc ça fait beaucoup de CO2. Hein, l'activité de combustion, on va dire, fait beaucoup de CO2. Et se poser des questions par rapport au CO2 qui augmentait dans l'air, et après du méthane. Et après, ils disaient, mais le méthane, c'est très bizarre, ils disent, ils comprennent pas. Ah, ici, ils comprennent, ils observent, ils disent que voilà, l'activité humaine génère beaucoup de méthane, mais le taux de méthane dans l'air ne bouge pas. Et ça, c'est intéressant, non? C'est qu'ils disent que le taux de méthane dans l'air, malgré qu'on en produit dans l'atmosphère, ben, il ne bouge pas. Le taux n'augmente pas. Ils disent qu'il y a des mécanismes de régulation de la nature qui fait que le taux de méthane ne bouge pas. Et ça, c'est vraiment aussi très intéressant et ça contredit complètement toute la propagande qu'on nous raconte aujourd'hui. Hein. Voilà. Mais voilà, je voulais vous... Désolé, ce n'était pas prévu. Moi, j'avais acheté ce petit magazine pour l'article sur l'électroculture et je trouve cet article, on va dire, sur les grands écarts thermiques dans l'atmosphère. Donc, donc le titre de l'article, regardez. Hein. Donc, vous voyez, ça, c'est le titre de l'article. Hein. La loi des grands écarts thermiques dans l'atmosphère, influence de l'activité du Soleil sur la Terre. Hein, c'est quand même super intéressant. Hein. Hein, mais là, je vais lire ça encore plus attentivement
Et je vous en raconterai encore un peu plus, je pense, la prochaine fois. Mais voilà, je voulais vous montrer déjà ça. Après, qu'est-ce que j'ai encore ici? Après, le temps, il passe. Ah oui, on est déjà quasiment à 1 heure. Donc là... Ah oui, donc électroculture par effluve. Oui, donc là, ça c'est un article. C'est dans le magazine du 24 octobre 1908. Hein, donc c'est avant la Première Guerre mondiale. Et là, électroculture par effluve. Monsieur Newman et Bomford ont expérimenté l'influence de l'effluve électrique sur la croissance des plantes. Monsieur Lionel Loach, le fils de Sir Oliver Loach, a été délégué par son père pour s'occuper de la partie électrique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Donc, ça, c'est la technique comme ils sont en train de faire en Chine, par exemple. Hein. En Chine, il y a déjà, selon les articles qu'on lit, 3600 hectares de culture sous serre et plein air aussi, équipés de cette technique-là. Hein. Donc, c'est une technique très similaire. Et donc, où ils vont tendre des fils au-dessus des plantes, on va dire. Hein. Ils vont tendre et ils vont mettre le pôle positif et de la haute tension sur ces fils pour imiter un peu la tension qu'il y a entre l'ionosphère dans le ciel et la surface terrestre. Ben, la surface terrestre est le pôle négatif et l'ionosphère est le pôle positif. Et pour amplifier cette tension, ben, ils vont artificiellement, on va dire, suspendre des fils nus au-dessus des plantes et mettre une haute tension dessus. Et donc, c'est un petit article très intéressant aussi. Je vais vous le lire parce qu'on apprend aussi des choses. Hein. Le fils de Sir Loach, ah ouais, attendez, je vais me mettre là, a été délégué, voilà, blabla. Sur le champ d'expérience, on a tendu un grand nombre de fils métalliques très fins, parallèles, disposés à une hauteur suffisante pour le passage des chariots. Les fils étaient en communication avec le pôle positif d'une source d'électricité de 100 000 volts, dont l'autre pôle était à la Terre. Donc, une source d'électricité de 100 000 volts, après, ça paraît beaucoup et ça paraît dangereux. Il faut pas avoir peur de ça. C'est pas... On peut avoir 100 000 volts aussi sans aucun danger, tout dépend de l'ampérage, et vous pouvez avoir avec des techniques toutes simples, on peut avoir 100 000 volts, c'est pas compliqué. Hein. Donc voilà, vous avez des petits bricolages qui vous permettent de faire 100 000 volts. Et donc, ah oui, dans l'ionosphère, entre l'ionosphère et la Terre, il y a environ, pour vous dire, 300 000 volts. Donc là, vous vous baladez dans un champ de 300 000 volts. Voilà, c'est pas la fin du monde. Hein. Vous avez même besoin de ça pour être en bonne santé. Hein. Mais là, c'est 100 000 volts, mais sur, on va dire, peut-être 2-3 mètres. Vous voyez, si on suspend les fils à 2 mètres de haut, ben, alors ça fait un voltage très, très dense, on va dire, hein, ou un champ très dense de voltage entre les fils et le sol. Et donc, je vais vous raconter. Donc, l'électricité était fournie par des transformateurs éleveurs de tension et le courant alternatif à haute tension était redressé au moyen d'un système imaginé par Loach. Attendez, là, il parle de courant alternatif qui était redressé et là, on parle d'une année 1908. Vous imaginez? C'est Nikola Tesla a inventé le courant alternatif et déjà là, ils utilisent le courant alternatif. Hein, vous voyez, c'est quand même intéressant. Hein. Et voilà, je continue. L'effluve s'écoulait des fils vers le sol. Donc, alors il parle dans ce temps-là, il parle beaucoup du mot effluve. C'est comme quand vous avez un champ électrique, ben, ils disent qu'il y a une effluve d'électricité, hein, on va dire dans l'invisible. Hein. Nous, aujourd'hui, on appelle ça un champ électrique, je pense. Et ben, il y a une effluve qui va alors entre le moins, le plus, ou le plus et le moins. Voilà. Mais il y a comme un flux, on va dire, un effluve. Hein. Et donc l'effluve s'écoulait des fils vers le sol.
L'électrification était maintenue pendant plusieurs heures durant le jour et suspendue durant la nuit. Donc, il faisait quelques heures par jour, il mettait ce courant pour stimuler. C'est un peu aussi comme quand il y a un orage juste avant, la tension électrique monte. Et on va dire, on n'a pas tous les jours un orage, mais là, c'est comme si ils vont créer un peu les conditions, comme s'il y aurait un orage de quelques heures tous les jours, on va dire. Et voilà, en 1906, une marche de 620 heures répartie sur 90 jours. Donc, ils ont fait aller 620 heures sur 90 jours, donnant une augmentation de récolte de 40%. Et en 1907, ils ont fait aller 1014 heures de marche réparties sur 115 jours. Ah, donc, c'est un peu plus de 3 mois et demi. Fournir un surplus de récolte de 30%. Donc, c'est intéressant, juste avec des petits fils suspendus, un peu de courant, un peu de haute tension dessus. Parce que là, ils disent, voilà, la dépense exigée par ce système d'électroculture n'est pas énorme. Car bien que la tension électrique soit fort élevée, l'énergie électrique est faible. Donc, c'est vraiment juste une tension. C'est pas une histoire de consommer l'électricité. Non, c'est vraiment juste mettre une tension, c'est tout. Et c'est un peu comme si vous avez une batterie et deux pôles, mais que vous les reliez pas ensemble. Ben, la batterie consomme presque rien. Hein? Mais si vous les reliez, là, ça consomme. Ben, là, vous avez juste un pôle qui est dans la terre, l'autre pôle sur le fil, et c'est tout. Ben, ça consomme quasiment rien. Ben, là, vous avez, avec ça, 30 à 40% d'augmentation de récolte. C'est quand même intéressant, hein? Hein, donc ça c'est pour les amateurs, on va dire, d'électricité artificielle, hein, mais même ça c'est intéressant quand même, ça permet quand même d'éviter beaucoup de pesticides et d'engrais, de tout ce qu'on veut, et pour très peu d'électricité, ben EDF ça les a, même on peut plus dire des noms d'entreprises parce qu'on peut être poursuivi pour je ne sais pas tout quoi. Hein. Il y a tellement de lois maintenant qu'on peut plus dire grand-chose. Bientôt, on va parler tut, tut. On retournera au morse ou au télégraphe. Mais tellement il faudra dire des tut. Et, et mais voilà. Mais pour revenir à ça, donc, ça consomme quasiment pas d'électricité en fin de compte. Hein. Ce qu'il faut juste, c'est le matériel. Mais imaginez une serre. Vous avez déjà la structure, juste quelques fils. Il y a souvent déjà des fils d'ombrage et plein de choses, des installations. Vous voyez, quelques fils en plus, ça change pas grand-chose au prix de la serre au total. Hein. Donc, c'est vraiment très intéressant, ça. C'est vraiment très intéressant. Hein. Bah vous voyez, comme ça, on apprend plein de techniques comme ça. Ça va encore plus loin. Hein. Ah, je vous ai pas fait tous les magazines, il y en a encore le double, il y en a encore plus. Ah, mais quand on commence à chercher, bah regardez, là, dans un espace de quelques années, j'ai là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai déjà 8 articles. Et là, quand on compte depuis 2008 que je fais de l'électroculture et que je promouvois l'électroculture dans les médias, hein, dans l'actualité, et aujourd'hui 2019, il n'y a pas eu grand-chose comme article, hein, et surtout pas dans les magazines de sciences officielles. Et là, dans ce temps-là, vous voyez, si on aurait vécu dans ce temps-là, on était aux anges, hein, on avait on va dire tous les mois, tous les 2-3 mois, il y avait un article dans les magazines scientifiques. Hein. Hein, c'était quand même intéressant. Hein. Et encore, ça c'est rien, et j'en ai encore tout plein. Hein, j'en ai encore tout plein comme ça. Ouais. Donc on peut pas dire que ça n'a pas existé. Hein. Ça existe et ça existe encore, et on est bien là pour montrer que ça va toujours exister. Hein. Voilà, voilà. Ah, je vais une fois lire encore vos commentaires. Bonsoir Damien, Catherine, David, Fernanda. Ah, je vois qu'il y a quelques nouveaux. Aussi, il y a Patrick, il y a Patrice, il dit, eh oui, pour les humains, c'est pareil, regarde dans le sud,
il fait plus chaud, il faut plus la sieste. Donc, plus il fait chaud, moins il faut bosser. C'est pas pour l'activité solaire, peut-être. Voilà, voilà. Ça me prend le chou. Ah, ouais. Je lis un peu vos commentaires, hein. Voilà, voilà. Donc, pour revenir, oh là là, on est déjà à 1 heure. Ah, je vais quand même boire un petit coup, hein. Un peu hydrater la gorge à l'alsacienne avec du pinot noir. Mm. Si vous voulez redécouvrir aussi des vieux livres qui sont réédités aussi dans l'électroculture, ben vous avez toute la collection de Talma Studios, hein. Donc, c'est géré par Patrick Pazin. Donc, c'est un ami qui me suit déjà depuis le début et qui s'est donné comme mission aussi de rééditer tous ces vieux livres d'électroculture. Et donc, ben, vous avez par exemple là, vous le trouvez sur Internet, hein, pour pas grand-chose. Il le fait vraiment dans des formats exprès qui sont pour la grande diffusion, on va dire, hein. Donc, vous voyez, de l'électricité des végétaux, l'électrovégétomètre de l'abbé Pierre-Nicolas Berthelot. Très intéressant. Hein, vous avez aussi l'influence de l'électricité sur la végétation de Frère Paulin. Hein, vous avez aussi un livre là en anglais de Carl Bennett, aussi très intéressant, hein, d'électroculture. Le livre naturellement de Justin Christoflo. Hein, donc ça c'est le livre qui a été retrouvé en Australie en anglais, qui a été retraduit en français. Hein, donc de Justin Christoflo. Hein. Donc c'était encore dans le temps où Justin Christoflo utilisait les antennes type paratonnerre. Après, il a fait les antennes complètement enterrées. C'était après l'édition de ce livre. Et après, vous avez aussi toutes les recherches là de Fernand Basti, essais d'électroculture à différents essais très intéressants aussi. Hein. Donc vous voyez, c'est pour ceux qui veulent approfondir le sujet, il y a de quoi faire. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de sujets. Et là, pour vous aider, souvent, il y a des agriculteurs, et comme là dernièrement, il y a un agriculteur qui me demande, oui, mais j'aimerais faire de l'électroculture, mais je ne sais pas par où commencer. Oui, par où commencer, c'est sûr quand on découvre, ben, il faut déjà commencer un peu lire sur le sujet, un peu étudier le sujet, comprendre le sujet, donc un peu simplement découvrir, hein. Et après, ben, on peut voir rapidement ce qu'on peut faire, hein. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On va dire à grande échelle. Je parle pas d'un jardin à petite échelle, hein. À petite échelle, souvent les gens commencent avec une antenne type paratonnerre. Ouais, ok. À grande échelle, c'est un peu moins pratique, ça. Maintenant, tout dépend ce qu'on appelle grande échelle. Est-ce que c'est 1 hectare d'un maraîcher, par exemple, ou est-ce que c'est 100 hectares d'un céréalier, par exemple? Est-ce que c'est des cultures céréalières ou est-ce que c'est des prairies? Vous voyez, tout ça, c'est différent. La valeur ajoutée ou la production au mètre carré est différente. Le bénéfice ou ce que l'agriculteur peut investir par hectare est différent par rapport à ce qu'il peut en rapporter, on va dire. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Maintenant, il y a des techniques toutes simples qui sont vraiment applicables partout et qui sont intéressants. C'est par exemple l'ajout de basalte de roches paramagnétiques.
Hein, ça va augmenter le magnétisme, hein, le paramagnétisme pour être plus correct, de la terre, et ça va augmenter la vie du sol, la fertilité, les plantes pousseront mieux, et ça va créer une fertilité durable sur de nombreuses années, sur peut-être 10, 20, 30, même un siècle d'années, si on n'érode pas le sol. Ainsi, naturellement, on le garde le plus couvert, ou qu'on le protège, ou qu'on évite l'érosion par le labour, par exemple, ou les pluies déluviennes sur un sol nu. Ça, c'est très mauvais, naturellement. Donc, l'ajout de roches paramagnétiques, de roches souvent d'origine volcanique, ça, c'est très intéressant, applicable partout, que ce soit un jardin particulier ou des champs, c'est applicable. Vous pouvez mettre 300 kilos à l'hectare, jusqu'à même 10 tonnes à l'hectare, si vous voulez. Hein. Au plus vous en mettez, au plus vous allez augmenter le paramagnétisme du sol, et au plus vous allez avoir des résultats. Avec un petit point d'attention quand même, il vaut mieux en mettre tous les ans un peu que trop d'un coup, parce que si on met trop d'un coup, ben ça crée... ça peut créer des déséquilibres temporaires, on va dire, sur le pH, par exemple, ou sur des choses comme ça. Hein, mais il vaut mieux en mettre chaque année une certaine quantité que trop d'un coup aussi. Bien que ça a discuté, hein, voilà, c'est un sujet, hein, c'est pas toujours vrai non plus. On peut aussi, par exemple, moi j'ai fait une expérience là, j'ai carrément pris du basalte gravier pur, je l'ai lavé avec de l'eau, plusieurs fois rincé dans un seau avec de l'eau de source, hein, l'eau propre, on va dire, claire, jusqu'à quand il n'y avait plus de poussière. Et après, j'ai mis ça dans 2 pots et j'ai semé des haricots dans le gravier et je l'ai simplement arrosé avec de l'eau. Ben là, les haricots poussent, ils poussent très bien. Parfois, dans certains jardins, ils poussent moins bien. Hein. Pourtant, ils sont dans la terre et parfois avec des engrais. Et ben là, ils poussent assez bien et j'ai même des haricots dessus. Hein. Hein, donc, ça montre bien. J'ai fait ça exprès pour un peu dénoncer ou mettre en doute ou faire réfléchir, hein, sur l'importance du sol et sur les énergies et sur tout ce qui est théorie des engrais et tout, que peut-être peut-être c'est pas juste. Ah, vous voyez, c'est intéressant. Hein. Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. Un monsieur qui était aux rencontres de l'électrocultisme, ils ont peut-être vu mes 2 pots. Hein, je vous ai peut-être montré en passant quand on est passé à côté. Ben voilà, mais ça vous montre. Et encore là, j'ai même pas dynamisé l'eau. Je suis sûr que si on dynamise l'eau, mes haricots, ce serait encore plus grand, plus beau encore. Hein. Là, il commence à avoir un peu froid parce que la nuit ici, on est proche des gelées. Alors, on est quand même mi-septembre déjà, 550 mètres d'altitude. Ça commence à être 3-4 degrés comme ça. Donc, je pense que là, les haricots, ils vont plus faire long bientôt. Mais voilà, pour l'instant, ils poussent encore. Hein, ils font des haricots. Ouais, donc on était là aux haricots. Et où est-ce que j'en étais là? J'ai perdu mon fil maintenant. Ah, donc justement, on parlait d'haricots et parfois il y a un fil. Hein. Voilà. Oui, donc qu'est-ce qu'on peut faire en agriculture? Un agriculteur qui veut commencer, ben, il peut aussi, par exemple, dynamiser l'eau de ses pulvérisations s'il fait des pulvérisations. C'est très important. Par exemple, là, j'étais chez Raphaël, il me montre ses vignes en pot qu'il a sur sa terrasse, avec des feuilles comme ça. Mais je vous dis comme ça. Hein. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. En pot, pour des vignes en pot en plus. Et alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Après, il y en avait certains avec un circuit Lakowski, ok. Et alors il me dit, ben, j'arrose avec ton eau dynamisée, avec ton appareil. Hein, donc c'est avec l'eau dynamisée violet, je pense qu'il voulait dire. Hein. Donc, et il a vraiment des résultats sur certaines plantes
je dirais pas tous quand même, hein, mais il y a certaines plantes qui réagissent vraiment très bien à ça. Hein. Ben, imaginez ça sur un chantier, quand vous dynamisez votre eau et que vous pulvérisez votre champ, même une pulvérisation peut faire parfois des grandes différences. Et qu'est-ce que ça coûte de dynamiser son eau? Quasiment rien. Hein. Je vais vous montrer une technique pour dynamiser votre eau avec, on va dire, les moyens du bord, très peu de moyens. Regardez, on va dire que je vais vous montrer ouais, une petite technique pratique simple. Hein. Voilà. Donc, je vais vous montrer là. Regardez. Donc là, vous voyez, j'ai un tuyau là. Vous voyez là. Depuis 2-3 semaines, j'arrose ma serre comme ça. Hein. Donc, vous voyez, c'est un tuyau en cuivre. Rien d'anormal. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à l'intérieur, donc là, des deux côtés, j'ai mis une grille. Je ne sais pas si vous voyez. Après, il y a un peu de rouille. Hein, vous voyez, il y a une grille. Et de l'autre côté, pareil. J'ai rempli de basalte paramagnétique. Comme ça, l'eau, il traverse le basalte. C'est un peu comme si, c'est le gravier, hein, c'est comme une façon de d'aimanter ou d'influencer magnétiquement l'eau, mais de façon naturelle. C'est un peu comme si l'eau passe une rivière vive sur un volcan. Vous voyez, ça c'est de la bonne eau. Hein. Ah, donc imaginez, vous avez un volcan, par exemple en Auvergne, les anciens volcans, et une bonne rivière vive. Ben après, ça va dans la Loire, et après, ben les berges de Loire sont connues pour être très fertiles. Ben c'est une façon de dynamiser l'eau, et vous avez vu le témoignage du Mexicain, de l'agriculteur mexicain, qui s'était inspiré de mon site et qui a fait ça. Donc, ben moi, je recopie d'une certaine... Je m'inspire, mais c'est une idée que j'avais aussi déjà depuis longtemps. Je suis pas le seul à avoir eu cette idée. Hein. Mais c'est pour vous montrer comment vous pouvez faire ça de façon très simple. Un tuyau, ça coûte 5-10 € le mètre. Là, une petite grille, vous allez au bricot, vous pouvez... ça, c'est pas difficile. Hein, vous achetez un morceau de grille, vous le découpez. Et là, vous soudez un raccord dessus. Vous voyez, là, ça peut être à l'étain. Hein, là, il n'y a pas de souci. C'est pas comme avec les pyramides, il faut pas faire à l'étain. Hein, mais là, ça peut être à l'étain. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis aussi des aimants. Vous voyez, là, ça, c'est des aimants. Voyez. Et donc là, qu'est-ce que ça va faire? Moi, je mets à l'entrée comme ça. Quand l'eau rentre, hein, donc quand l'eau rentre, il va passer les aimants et ça va déjà enlever plein d'informations négatives de l'eau. Et en même temps, ça va aussi dynamiser l'eau à sa façon, dans le sens que ça va, le fait de faire un traitement magnétique de l'eau est aussi reconnu comme très bénéfique en général dans l'irrigation. Après, il y a plein de façons de traiter magnétiquement l'eau, mais ça, c'est une façon très simple de faire. Hein. Donc là, c'est des aimants anneaux. Je trouvais ça rigolo de les mettre autour parce qu'ils tournent et vous pouvez même les mettre en opposition. Vous pouvez faire des expériences de différentes façons, mais on va y revenir là-dessus. Et donc là, ce que moi je conseille, c'est quand l'eau sort, que la direction du champ magnétique soit le nord magnétique. Pourquoi? Et que l'eau passe le champ magnétique de façon longitudinale, pas transversale. C'est mieux. Donc, j'ai trouvé comme ça un article scientifique russe où ils ont fait des essais avec des champs magnétiques transversales par rapport au flux d'eau. Donc, imaginez que vous avez alors le champ magnétique qui traverse comme ça par rapport au flux d'eau. Et là, le champ magnétique, il est dans cette direction, dans la même direction que le flux d'eau. Hein? Hein, ou comme ça, mais on va dire il est en parallèle. Et ils ont remarqué que quand ça finit par un nord longitudinal, que ça stimule la vie dans l'eau, ça stimule vraiment la vie. Et que si c'est transversal,
que ça a un côté antiseptique, que ça a un côté stérilisant. Hein, donc que ça va tuer ou déchiqueter les parois des bactéries. Ouais, si l'eau est infectée avec des bactéries dangereuses, ok. Mais sinon, on veut pas non plus détruire les bonnes bactéries, hein, donc c'est pas le but. Hein. Mais le fait de faire longitudinal, vous n'avez pas ce problème, mais ça va stimuler la vie. Hein. Donc si l'eau, donc ça va enlever l'information magnétique comme histoire de mémoire de l'eau. Ça va enlever ces informations négatives qu'il peut peut-être avoir si c'est de l'eau du réseau. Mais en même temps, ça va stimuler la vie dans l'eau, la bonne vie. Et après, l'eau va traverser tout ce gravier. C'est un peu comme s'il est dans une rivière. Ça va faire plein de turbulences, de vortex naturels entre le gravier. Et après, vous avez de l'eau dynamisée qui sort. Vous voyez, donc c'est tout simple. Hein. Si vous bricolez ça par vous-même, ça vous coûte quelques euros. Allez, on va dire 15-20 euros. En tout cas, c'est peut-être un peu plus à n'importe. Donc, il n'y a plus d'excuses. Hein. Donc, chacun peut faire ça. Après, moi, je vais vendre, je vais en fabriquer aussi. Je vais encore un peu améliorer. Hein. Donc, ça, c'est un petit prototype comme ça pour vous montrer. Mais je vais encore améliorer parce que là, le gravier est un peu trop fin par rapport au diamètre du tube, alors ça réduit la pression et le débit. Donc, il faut faire que le tube soit plus gros. Après, ça dépend du gravier, la granulométrie du gravier, hein, parce qu'il faut que l'eau circule bien entre. Hein, donc, mais voilà, il faut trouver le bon compromis. Mais on va dire que c'est très intéressant. Hein. Donc là, je cherche, je suis occupé à, maintenant j'ai fait un gravier que j'avais ici qui est paramagnétique, mais je cherche pas ce qui m'a l'air le meilleur. Et après, une fois que j'ai un peu tout mis ça au point, je mettrai ça sur mon site en vente aussi à un prix, on va dire, raisonnable. Pourquoi je fais ça? Parce que quand je vois, et même moi, avant, j'ai vendu des appareils électroniques, vous voyez, comme ça, avec 2 bobines. Donc ça, c'est ce que je vendais dans les années 2003, 4, 5, 6. Hein. Donc c'était dans l'agriculture, vous voyez. Il y avait aussi un vortex. Hein. Vous voyez, il y a une pièce dedans. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, il y a une pièce dedans qui fait un vortex. Donc quand l'eau circulait à travers, ça faisait un vortex. Et après, il y avait le traitement magnétique et on envoyait des fréquences dessus, certaines fréquences. Ça marchait très bien. Hein. Mais on vendait ça à des prix, on va dire, le moins cher, c'était de 2000 euros, on va dire. Hein. Donc, c'est pas accessible à tout le monde. Et maintenant, je suis plus dans une démarche. Après, pour un agriculteur, 2000 euros, c'est rien, c'est pas grave. Mais maintenant, je suis dans une démarche de faire vraiment le plus démocratique possible. Démocratique, j'aime pas le mot démocratique, mais le plus accessible possible pour tout le monde et aussi pour les agriculteurs hein, et aussi pour les agriculteurs dans tous les pays du monde. Hein. Donc là, je pense que là, il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Hein. Et grand merci à notre ami mexicain hein, qui m'a stimulé à faire ça au plus vite. Hein. Voilà. Et donc là, c'est très intéressant. Après, ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que vous pouvez remplir avec du gravier tout ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez informer votre eau avec des cristaux, vous pouvez mettre des cristaux. Vous pouvez même faire un système amovible que vous pouvez changer les cristaux dedans. Vous pouvez vraiment vous pouvez mettre des céramiques informées de micro-organismes dedans, vous pouvez mettre des céramiques Agniotra dedans, vous pouvez mettre différentes choses pour informer votre eau, pour dynamiser votre eau. Hein. Donc, c'est vraiment une technique accessible, totalement transparente et qui fonctionne très bien. Hein. Je vous invite à essayer ça, hein. Vous verrez le résultat. Hein. Là, c'est sûr. Hein. Voilà. Donc là, on a vu ça. Hein. Donc, où est-ce qu'on en était là? Ah, ça fait beaucoup de choses, hein, mais... Ah, bonsoir Florent.
Donc, je vois le dernier message. Ah, Raymond demande, tu peux nous redonner l'éditeur? Ah, Maya, il y a mon chien qui aboie. Ben, il y a deux éditeurs là. Il y a Energia. Attends, je retourne. Donc, il y a Energia. Je ne sais pas si tu vois bien là comme c'est écrit. Voilà. Energia. Hein? Donc, ça, c'est plutôt les livres sur Georges Lakhovsky. Hein, et quelques très anciens livres aussi autour de la radiesthésie, géobiologie, radiation, là, par exemple, et biodynamique. Et après, il y a les livres là de Talma Studios, vous voyez, Talma. Et donc ça, c'est tous des vieux livres, par exemple, sur l'électroculture, aussi du début du siècle. Hein. Très intéressant aussi. Hein. Voilà. Donc, Talma Studios, voilà, de Patrick Pazin. Donc voilà, je vais reprendre la liste. Ah oui, ben, regardez, ça c'est le gravier. Après, je ne sais pas si vous voyez ça, mais vous voyez ça. Vous voyez le gravier que j'ai mis dedans, vous voyez. Ça, c'est un gravier à 1900 micro-CGS. Hein. Donc, voilà. Je vais vous montrer une autre expérience. Regardez. Regardez ça. Ça, vraiment, je vous invite à faire. Hein. À faire. Regardez. Prenez deux aimants. Là, j'ai indiqué le nord magnétique dessus. Vous voyez, là? Donc, quand on veut les rapprocher, ben, ils repoussent. Ils se repoussent. Vous voyez, hein, donc, si maintenant j'en tourne un, et là, je veux rapprocher, alors c'est le sud contre le nord. Alors là, hop, il s'attire. Vous voyez? Là, il s'attire. Voilà. Je vais le remettre en opposition. Donc, le sud, là, je vais le retourner au nord. Et donc là, donc quand je veux mettre l'un contre l'autre, ben, il se repousse. Il ne veut pas. Hein? Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Vous prenez une rondelle en fer, vous mettez dessus, là, comme ça. Vous voyez? Au nord magnétique. Je reprends le nord magnétique. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous voulez rapprocher. Ah, il repousse. Il repousse et vous sentez que ça repousse. Mais après, vous forcez un peu et vous mettez vraiment l'un contre l'autre. Et là, regardez, il reste dessus. Il s'attire. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment très spécial. Il y a vraiment une énergie particulière aussi qui est générée après autour. On peut peut-être appeler ça des ondes scalaires, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de spécial qui se passe. Et ça, c'est Peter Stevens qui m'a fait découvrir ça, hein, qui travaille aussi sur une machine pour générer la pluie. Hein, donc, c'est vraiment intéressant. Hein. Et donc ça, c'est aussi inspiré des travaux de Walter Russell, du livre dont je vous ai parlé là, hein, de The Secret of Light. Hein, donc ça permet de comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de petits secrets là-dedans. Ouais. Donc, vous voyez. Et alors, ce Peter Stevens, lui, il utilise ça aussi pour dynamiser de l'eau. Donc, il a monté ça dans plusieurs comme ça, l'un derrière l'autre, ou en plusieurs fois comme ça, avec espacé, mais des aimants en opposition. Et après, il fait passer l'eau à travers. Et il a même eu l'expérience que vous avez certaines eaux troubles avec certains, peut-être minéraux, produits dedans, des pollutions. Et l'eau rentre trouble et elle ressort claire. Ah, donc, c'est intéressant. Et quand je lui ai demandé, mais c'est passé où les produits? Ah, il ne sait pas. Ah, il ne sait pas. C'est une façon de parler, mais il y a aussi des processus de transmutation avec les champs magnétiques et les énergies d'électroculture, on va dire, électromagnétiques naturelles. Quand on utilise ça bien, on peut stimuler des processus de transmutation. Avec les vortex, pareil. Et ça peut répondre à une question hein, d'un participant là au groupe d'électroculture qui demandait « Ah, est-ce que vous avez l'expérience avec la dépollution du sol
avec l'électroculture? Ben, ce qu'on remarque, alors là, je vous invite à étudier tout ce qui est transmutation naturelle de Louis-Claude Kervran et d'autres après lui, et vous allez comprendre qu'en réalité, dans les cellules vivantes, mais toutes les cellules vivantes qui fonctionnent bien, ben, il y a des processus de transmutation. Donc, ça veut dire que, par exemple, s'il y a un élément qui pollue, ben, si une cellule fonctionne bien, il peut être dans la capacité à transmuter dans un autre élément qui n'est pas nocif. C'est tout à fait possible. Après, chaque cellule sera spécialisée dans certains éléments, fonctions, etc. C'est un peu plus complexe. Mais quand même, il faut être bien conscient de ça, que c'est tout un pan de la science qui est ignoré, censuré même, qui est tabou. Hein, les scientifiques officiels en France, pour eux, ça n'existe pas. Hein, ils veulent pas voir ça. C'est que dans les processus nucléaires, dans la centrale nucléaire, que ça fonctionne, mais pas dans son jardin. Vous voyez? Si. On peut avoir des processus de transmutation. Et ça, c'est tous les jours en réalité. Il y a ça dans toutes nos cellules. Mais voilà, ça, je vous invite à étudier ce sujet de Louis-Claude Kervran, qui a expliqué plusieurs expériences qui le démontrent. Voilà. Et dans d'autres pays, comme en Russie, comme dans certains autres pays, il y a des scientifiques tout à fait officiels qui étudient ce sujet. Hein. Et même qu'un jour, il y avait une présentation de scientifiques à Genève qui disaient qu'ils étaient tout à fait capables de créer n'importe quel élément du tableau de Mendeleïev par des processus de transmutation hein, et de fusion aussi. Hein, voilà. Donc, c'est pour dire que la rareté des éléments, quelque part, ça n'existe pas. Hein. Ah oui, ben je vais une fois revoir la liste parce que là, je vois, on est déjà presque à 1h30. Donc, partage des découvertes. Ouais, ça, j'ai fait. Les livres, j'ai fait. Témoignages, ouais, on en a parlé peut-être un peu. Où est-ce que je disais, j'avais déjà dit peut-être dans le précédent live, il y a une notion qui revient souvent dans l'agriculture du vivant, c'est la matière organique dans le sol. Hein, ou un agriculteur chimique, on va dire, qui commence à s'intéresser à l'agriculture du vivant, bah, il va commencer à regarder sa matière organique dans le sol. Et là, moi, j'irai encore un peu plus loin. Il faudrait regarder la vitalité du sol. La matière organique tout seul, il faut se poser la question, est-ce que c'est une énergie de mort ou une énergie de vie dans la matière organique? Parce qu'on peut avoir des bactéries, des micro-organismes de putréfaction, ou on peut avoir des micro-organismes de fermentation lactique, des micro-organismes signes de bonne santé, on va dire. Hein, donc tout, et pourtant c'est aussi de la matière organique. Mesurer la matière organique, c'est comme une analyse chimique. On va dire, voilà, on attend, c'est comme une photographie. Mais ça nous dit pas la qualité, ça nous dit pas, ça nous dit rien de tout ça. Ça nous dit pas dans quelle dynamique s'inscrit le sol. Dans une dynamique vers plus de vie ou dans une dynamique vers plus de mort, on va dire. Ça nous dit pas. Hein. Donc, c'est intéressant de regarder la vie dans sa dynamique. Parce que faire des analyses figées, c'est anti-vie quelque part. Et ça, Wilhelm Reich, il en parle dans son livre Biopathie du cancer. C'est le problème de la science qui veut tout disséquer. Rien que cette approche-là de vouloir tout disséquer est anti-vie. Alors on est obligé de tuer toujours. On est obligé, c'est une science qui est mortifère, qui regarde les choses comme une photo, comme une analyse photographique, mais qui ne voit en aucun cas les dynamiques, les énergies, les flux d'énergie. Il ne voit pas ça. Ouais, voilà.
il ne peut même pas le voir. C'est presque un miracle quand il voit quelque chose de ce style, parce que il voit que des photos. Hein. C'est la différence entre un film et une photo, quelque part. Ouais. Moi, il y a encore beaucoup de sujets que je voudrais vous parler, mais je pourrais pas tout aborder là. Mais voilà, on aura encore des lives. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah oui, pour vous dire, il y a un nouveau stage là qui est bientôt en Belgique. C'est le 12-13 octobre ou le 13-14. Ah, c'est le week-end du 12 octobre là. N'hésitez pas si vous voulez participer. Donc, je vais mettre sur le site tout bientôt. Donc, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une petite pause. Hein. Par rapport à l'eau et la pluie, je vais finir là-dessus, je pense, pour aujourd'hui. Ah, encore un autre livre intéressant, hein, pour revenir au livre. Problème d'ionisation et aéro-ionisation. Donc ça, c'est aussi un livre que je vais mettre un jour en PDF pour vous, parce que c'est plein d'articles scientifiques sur le sujet de l'ionisation de l'air, de l'atmosphère, aussi l'effet sur les humains. C'est beaucoup sur les humains, mais aussi sur les plantes et la santé en général. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et un grand merci encore pour vos conseils ou vos liens par rapport à un appareil de mesure des ions négatifs dans l'air, parce que je pense vraiment que je vais m'équiper de ça pour faire encore mieux, encore plus de recherches un peu plus poussées dans ce domaine. Je pense que ça peut faire avancer l'électroculture aussi, dans la compréhension des phénomènes. Hein. Mais par exemple, voilà, vous avez là un article. Hein. Donc, action des ions de l'air sur les plantes. Hein. Action des ions de l'air sur les plantes de Krueger. Donc, ça, c'est un article qui est assez connu dans le domaine, mais vous en avez comme ça tout plein, hein, des articles. C'est vraiment très intéressant aussi. Et maintenant, l'effet des ions dans l'air pour faire le pont avec la pluie. Hein. Donc, l'électroculture, c'est bien, mais l'électroculture, ça va plus loin. C'est aussi l'électroculture, c'est créer une atmosphère idéale pour la croissance des plantes. Et l'atmosphère, c'est quoi? C'est aussi les nuages, la pluie, l'hygrométrie, l'humidité, tout ça. Les ondes qui nous entourent. Hein. Donc, encore un petit verre. Voilà, voilà. Ça, c'est une solution panoramique, ça. Solution panoramique. Voilà. C'est du verre de terre liquide. Ah, c'est pour rigoler, hein. Ah, mais voilà, c'est comme on dit, hein, le vin, c'est vin du terroir. Bah, c'est vraiment le terroir. Hein. C'est pour ça que je dis verre de terre liquide. Hein. Bah, par rapport à la pluie, je vous ai préparé un schéma que je vais mettre bientôt en ligne, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Et qu'est-ce que je montre dans ce schéma? C'est que vous avez la montagne, là. Et là, vous avez la mer et l'océan. Et alors, je montre, voilà, là, vous avez l'eau qui va s'évaporer. Hein, donc, le cycle de l'eau, comme on nous l'apprend classiquement. Hein, l'eau s'évapore et il va sur la terre, et après les montagnes, et après il pleut, et après vous avez l'eau qui va devenir de la neige, là, ou de la pluie. Et après, ça va s'infiltrer dans le sol et repartir par les rivières, les ruisseaux, et après les fleuves vers la mer. Voilà. Donc, on va dire que ça, c'est le flux de l'eau vu par un mécanicien.
comme une expression d'un participant là au groupe je pensais au Rongo ici, qui disait un truc comme ça, que le scientifique mécanicien, qui voit la vie comme une mécanique. Donc, une goutte d'eau, c'est comme une pièce mécanique qui tombe, voilà, et ça va vers le plus bas. Mais dans la réalité, c'est un peu différent. C'est vrai aussi, mais ça, c'est qu'une partie de la réalité, une petite partie. Et donc, parce que qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que vous avez le processus d'électroosmose. Et ça va contre le courant des rivières, parce que les arbres, ils font l'effet de pointe, les montagnes aussi. Les électrons se diffusent par les effets de pointe, qui repompent les électrons du sol, et l'eau, l'humidité du sol, la sève, monte par électroosmose. Donc, il va monter de la mer, de tout ça, des sous-sols vers le haut, au lieu de tomber vers le bas. Et donc, vous avez l'eau qui va faire le cycle inverse aussi, comme ça, vous voyez? Sans passer par les nuages forcément, mais il fait le cycle inverse comme ça aussi. Donc, vous avez aussi l'évaporation, alors, par l'effet de pointe, électroosmose, et etc. Mais vous avez aussi l'eau qui remonte. Voilà. Et donc là, vous avez un cycle des électrons et le cycle de l'eau. Et ce qu'il y a, c'est que vous avez le cycle de l'eau et l'inverse que le cycle de la gravité de l'eau. On va dire que l'eau qui tombe comme une goutte et qui va avec la rivière vers le bas, vers la mer, ben, le cycle des électrons est l'inverse. Il va de la mer vers les pointes. Et l'eau, par électroosmose, va suivre aussi ce cycle. Donc, l'eau fait les deux cycles. L'eau tombe vers le bas et remonte aussi. C'est un peu comme la truite. Ouais, quelque part, si on fait l'allusion avec la truite, c'est comme si l'eau et la truite, c'est la même chose. C'est que l'eau, je réfléchis là à haute voix, je réfléchis là pendant que je vous parle. C'est un peu comme si mes neurones s'expriment directement en son et j'écoute en même temps que vous. Ben, l'eau, l'eau, donc la truite, par exemple, ben, elle peut aller vers la mer, ou un saumon, par exemple, vers la mer, et après remonter pour aller frayer. Et souvent, ben, il pleut un peu plus peut-être au printemps ou en fin d'hiver. Et alors là, ben, le saumon, il va peut-être remonter pour frayer, pour faire des œufs, et après, il va redescendre plus tard vers la mer. Peut-être que ça suit un peu le cycle de l'eau d'une certaine façon. C'est intéressant parce que le cycle des électrons et les poissons, ils sont très sensibles à l'électricité, justement. Ben, le cycle de l'électricité, justement, ben, au printemps, il y a beaucoup plus de libération d'électrons qu'en hiver, quand il n'y a pas de feuilles sur les arbres. C'est logique. Donc, après, ça a vérifié avec les appareils de mesure, que je dis pas de bêtises. Mais c'est intéressant. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir. Voilà. Mais je voulais vous montrer ça et je vous ai fait comme ça un tas de schémas. Il y en a que vous avez déjà vus. Et mon idée, comme j'aime bien faire des schémas et des dessins, bah, par exemple là sur l'antenne magnétique aussi, vous voyez. Oui, maintenant, quand vous commandez une antenne magnétique sur mon site et tout, je vous mets une copie des schémas. Donc, regardez, vous voyez là. Donc, ça, c'est comment vous pouvez installer les antennes magnétiques, différentes façons de faire et comment il ne faut pas le faire. Voilà. Mais vous verrez ça plus en détail. Après, ça, c'est une autre technique avec plaques de cuivre et de zinc, comme Spechnev ou Spechnew, je ne sais pas comment on dit exactement, mais c'est intéressant aussi. Comme on voit dans l'histoire, il y a plein de techniques encore à découvrir. Ça, c'est sur l'effet de pointe, l'antenne paratonnerre et tous les jeux d'électrons, d'électricité et les influences sur les plantes. J'ai fait aussi un schéma, vous voyez, il y a énormément d'informations dessus.
Peut-être je vais faire plusieurs schémas de ça parce que ça fait un peu beaucoup pour un schéma, mais je vous mettrai ça aussi en ligne bientôt. Et je pense même faire, c'est un peu mon projet, de faire un petit cahier plein de schémas comme ça, quand vous êtes au jardin. Vous n'avez pas besoin de lire 100 000 pages. Hein. Vous regardez les images, un peu les indications de base et vous pouvez faire des choses d'électroculture dans votre jardin. Souvent au printemps, on n'a pas beaucoup le temps. On n'a pas le temps de lire plein de livres parce on veut être dans l'action. On veut s'occuper dans le jardin, profiter du beau temps. Et je trouve qu'on a bien raison. Et donc, je pense que ces schémas, ça va être très utile. Hein. Ah oui, et là aussi, là-dessus, ça c'est vraiment magnifique. Et je remercie beaucoup mon ami Marc Darlemans en Belgique, hein, qui est un spécialiste des épurations des eaux avec les plantes et les roches paramagnétiques. Et donc, qu'est-ce que lui, il a fait? Est-ce que j'ai ce schéma-là? Je vais vous montrer là le schéma. Excusez-moi, j'ai plein de schémas là. Donc, je ne sais pas si vous aviez vu le schéma où j'explique comment les antennes type télécommunication et système électrique type, par exemple, des éoliennes, tout ça, influencent de façon négative la formation des nuages et des pluies. Hein, donc, ah oui, ça c'était ce schéma-là. Vous voyez là. Hein? Donc, parce que pour faire un nuage de pluie, pour venir à ce sujet, il faut, ce que j'ai compris de ce que Rosario Mariano explique, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut un équilibre entre les ions positifs du cosmos ou de l'ionosphère et les ions négatifs qui nous proviennent de la Terre, hein, des effets de pointe, électrosmose, etc. Et des plantes, hein, beaucoup des forêts, justement. Et donc, il faut un équilibre. Et quand on a, et alors ça fait des nuages de pluie, où ça stimule les nuages de pluie. Mais s'il y a trop d'ions positifs, imaginez, vous n'avez plus de forêt, au moins, et vous avez plein d'appareils électriques, ben ça fait beaucoup d'ions positifs. Et là, dans notre civilisation, avec la pollution, les produits chimiques, la combustion des énergies fossiles, ça fait plein d'ions positifs dans l'atmosphère. Et les appareils électriques en plus, ça fait encore plus d'ions positifs dans l'atmosphère. Ben, ça perturbe la formation des nuages et vous avez plus des beaux cumulus comme ça, vous avez des voiles nuageux comme ça. Et les cumulus, ils ont difficile à se former en dessous de ces voiles nuageux et ils deviennent eux-mêmes comme un voile nuageux. Et après, ben, je mets une tête de mort parce que vous avez plus de pluie, beaucoup moins d'ailleurs, ou plus du tout. Et en plus, vous avez un air plein, riche d'ions positifs, oxydants, qui est encore plus favorable pour les maladies, les ravageurs, les problèmes, hein, donc les problèmes respiratoires, l'irritation, le stress, à tout ce que vous voulez de négatif. Hein. Et donc, ce schéma-là, moi, j'avais fait ça rapidement sur un coup de tête pour informer parce que j'étais fatigué, pas fatigué, mais d'expliquer aux gens qui comprennent. J'avais pas l'impression de me faire comprendre et alors je me suis dit, je vais faire des dessins. Là, on est dans l'ère de la civilisation des icônes, des dessins, des trucs. Les gens, ils lisent plus tellement. Alors, je dis, je vais faire un dessin. Et on est comme dans le film Idiocratie, je sais pas pour ceux qui connaissent, où vous avez où ça fonctionne beaucoup avec des dessins dans le futur parce que les gens sont devenus tellement bêtes. Et et donc ce dessin, il a été jusqu'au Parlement belge, hein, jusqu'au Parlement flamand en Belgique. Vous imaginez? Ah ça, merci. Donc ça après un dessin vaut 1000 mots. Hein, c'est aussi pour ça que je fais des dessins, parce qu'on n'a plus le temps de beaucoup discuter. Il faut expliquer, montrer les choses rapidement. Il faut faire des dessins intelligents, je pense. Un peu comme, après,
Je suis pas du tout de son niveau, hein, mais un peu comme Leonardo da Vinci, quand on voit ses dessins, c'est de l'art, mais en même temps, c'est de la connaissance, c'est impressionnant. Hein. Ben, il faut vraiment retrouver ce côté-là. Hein. Et donc maintenant, moi, je fais là des dessins pour apprendre. Je veux pour vous transmettre des informations, hein, pour apprendre plus vite, hein, pour illustrer les propos, on va dire. Hein. Et donc, je vais encore vous faire beaucoup de dessins comme ça. Par exemple, là, j'ai aussi fait un dessin sur, ouais, on va dire, une sorte d'invention pour un peu expliquer comment je pense que fonctionne l'invention de Jack Toyer. Hein, ben, je vais vous montrer, ou comment moi je pense faire. Je vais expérimenter ça. Ben, voilà, vous voyez ça en premier, là. Vous voyez? Donc, voilà. Ben, ça, c'est juste rapidement, mais vous avez vu comme ça. Je vous en reparlerai. Et donc, pour générer la pluie, ça devient de plus en plus important parce que par la pollution artificielle d'ondes, je suis convaincu que ça empêche ou que ça réduit beaucoup la pluviométrie. Et on voit bien, il y a un gros problème de pluviométrie. Il y a beaucoup moins de pluie, ou c'est des pluies torrentielles, ou il n'y en a pas du tout. Et après, c'est comme si les sols sèchent beaucoup plus vite qu'avant. Un exemple, moi j'ai là des topinambours que j'arrose pas. Ben, malgré les quelques petites pluies qu'il y a eu cet été, il y en a quand même eu un petit peu, 1 centimètre par-ci, 2 centimètres par-là, comparé à l'année passée, en 2018, où il n'avait pas plu pendant quasiment 5 mois, ben, mes topinambours, ou certaines zones du jardin sont plus secs, où les plantes souffrent plus de la sécheresse, on va dire, ou semblent souffrir de la sécheresse, parce que je suis convaincu que c'est pas que la sécheresse, que l'année passée. C'est pas normal. Donc, il faut vraiment qu'on trouve des solutions pour faire pleuvoir, pour retrouver une pluviométrie plus équilibrée, plus normale. Et la pluie, disons, quand on paille le sol, on intervient aussi en tant qu'humain. Ben, là, faire la pluie, aider à faire pleuvoir, c'est planter des arbres, c'est réduire la pollution naturellement, mais aussi compenser la pollution qui est là. Il faut bien compenser. Donc, il faut générer des ions négatifs. Que planter des arbres, ça suffit pas par rapport à la masse de pollution qui nous vient d'ailleurs par les épandages de produits chimiques par les avions, qu'on appelle ça des chemtrails ou qu'on appelle ça rien que les résultats de combustion de leur moteur, n'importe. En tout cas, il y a plein d'épandages, il y a plein de produits, on voit bien ce que ça laisse derrière des avions, et donc on voit bien que ça modifie le temps et que ça modifie la pluviométrie. Et donc, il faut agir. Il faut agir. Et alors là, je m'intéresse beaucoup à ces phénomènes électriques autour de la formation des nuages. Et la génération d'ions négatifs, c'est quelque chose qui est à la portée de tous, qui est quand même pas difficile à comprendre aussi. Et donc, tout le monde peut facilement fabriquer soi-même un petit générateur d'ions négatifs ou en acheter un et le brancher. Ça consomme pas beaucoup de courant et pour au moins compenser la pollution qu'il fait par son moteur de voiture, par tout ce qu'on veut. Donc, on est tous responsables. Hein. Donc, si on veut avoir une empreinte carbone zéro, hein, ben, il faut aussi avoir une empreinte ion positif, négatif, zéro. Et le mieux, c'est même plus favorable en faisant plus d'ions négatifs que de positifs. Et donc, je pense que ça, c'est important. Et si on est plusieurs à le faire, ça va déjà aider beaucoup. Ne pensez pas que de faire un petit ioniseur négatif dehors et le faire fonctionner, même sur un panneau solaire ou votre courant, ça consomme que quelques watts, que ça ne sert à rien. Si